président de la République qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. La chronique politique de ce grand journal à suivre sur notre page Facebook. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Meilleurs vœux, ravi de vous retrouver. À vous aussi, meilleurs vœux à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices. Et à vous aussi. Merci Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous revenez justement sur les vœux d'Emmanuel Macron pour 2023. Le président de la République s'est exprimé samedi soir en appelant, je cite, à vivre 2023 autant que possible en pays uni et solidaire. C'était d'ailleurs un des leitmotifs, on peut dire, de cette communication, plus longue que prévu. Ils ont fait 19 minutes 09 secondes, j'ai pris mon chronomètre, vous voyez, pour vérifier. Donc, ils considéraient dans le passé que c'était trop long, mais il y avait quand même visiblement, du point de vue du monarque élyséen, beaucoup de choses à communiquer aux Français, évidemment aussi avec une solennité, une gravité qui se voulait à la fois galvanisante et apaisante, justement dans l'horizon que vous dessinez, puisqu'au fond c'était, on va dire, le premier marqueur de cette adresse aux Français, de cette harangue aux Français, c'était de dépasser l'esprit de division. Il a d'ailleurs fait des allusions quasiment transparente aux oppositions, les considérant, à tort ou à raison, mais là nous décrivons ce qu'il a dit, comme animé par l'esprit de défaite, par les forces d'entropie, par les forces de déliaison. Il n'a pas parlé comme ça, mais c'est ce que cela voulait dire. Et donc, de son point de vue, il serait celui, avec la majorité présidentielle... Le garant de l'unité du pays. Et voilà, il serait celui, dans l'optique qui est la sienne, je ne dis pas que c'est vrai, mais qui résisterait à ces forces de division qui secouent le pays et qui, si nous n'y cédions, a-t-il ajouté, ne nous laisserait que très peu de chances de nous en sortir. Et c'est dans ce cadre aussi qu'il faut comprendre la longue péroraison, intelligente d'ailleurs, sur le fait qu'il faut que les Français redeviennent une nation de bâtisseurs. Il a fait d'ailleurs allusion à la cathédrale Notre-Dame dans cette séquence-là. C'était une assez belle séquence, il faut reconnaître de son discours. Une nation qui, dit-il, est appelée, dans l'année qui vient, dans les années qui viennent, à reconstruire les piliers de son modèle. Et il a évidemment cité, dans ce cadre-là, assez longuement l'école, l'hôpital, etc., qui sont aujourd'hui les sentinelles de la République, mais des sentinelles abîmées. Alors, il a également fait allusion, évidemment, au contexte international que l'on connaît, voilà, en confirmant l'existence d'une effroyable crise énergétique, selon ses termes. Emmanuel Macron s'est voulu néanmoins, Alexis, rassurant, les coupures d'électricité ne sont pas une fatalité. Alors ça, c'est le deuxième point, c'est-à-dire qu'effectivement, vous savez... Je vais faire une allusion à un texte célèbre qui s'appelle « Les rois thaumaturges » de Marc Bloch. Marc Bloch est un grand historien français, fusillé par la milice après des actes de résistance, juif d'ailleurs, patriote français, admirable. Et que montre-t-il dans les rois thaumaturges ? Eh bien, c'est qu'au fond, dans la tradition royale française, on a toujours des monarques qui sont près du peuple et qui, comme on le faisait au Moyen-Âge, vont toucher les écrouelles. À sa manière, Emmanuel Macron a tenté de rééditer en quelque sorte ce modèle du roi thaumaturge. Ah oui, comment ? Eh bien, il n'a pas fait de miracle, certes, ce soir-là, mais en revanche, il a essayé de parler au cœur des Français en les rassurant. C'est-à-dire en exerçant cette fonction anxiolytique, voire sédative, sur quelque chose qui les inquiète beaucoup, à savoir les coupures d'électricité, ce qu'on appelle les délestages, qui peuvent avoir lieu pendant l'hiver si nous manquions d'énergie. Alors, de façon très étonnante, je ne sais pas si c'est vrai, moi je ne suis pas ingénieur EDF, vous non plus, on n'est pas à Enedis, mais il a dit si nous continuons à économiser l'énergie comme nous le faisons depuis quelques mois, et que nous continuons de remettre en service les réacteurs nucléaires, c'est contesté par l'opposition par parenthèse, qui reproche justement la lenteur de ces remises en marche des réacteurs éteints. Eh bien, comme prévu, a ajouté le monarque républicain, nous y arriverons. Et Macron dit même, c'est entre nos mains. Donc ce discours se veut... volontariste. Exactement, vous avez raison, c'est du volontarisme, mais c'est aussi anxiolytique. Et donc, à ce titre, il a inscrit ce segment de son discours, je crois, dans les pas de la grande tradition des rois thaumaturges. Alexis, vous avez également relevé l'exhortation au travail prônée par le chef de l'État, alors que 2 projets majeurs du quinquennat doivent être lancés ce mois-ci, les réformes des retraites et de l'assurance chômage. Alors voilà, il y a eu cette ode au travail qui a
fait couler beaucoup d'encre, donc je ne suis absolument pas original en la relevant. Je crois dans une France du travail et du mérite, on dirait du Sarkozy. Il a loué le travail de transformation, le travail au plus près du terrain, notre travail quotidien, le travail du gouvernement et du Parlement, etc. Et évidemment, à plusieurs reprises, il a martelé cette conviction, ce motto du discours, c'est par notre travail et notre engagement que nous relèverons les défis nombreux de l'année 2023 qui commence. Alors, comment comprendre cette anaphore, au fond, cette quasi-anaphore sur le travail, non pas moi président, mais moi travailleur. Comment le comprendre ? Eh bien, je crois qu'il faut... Alors que les syndicats seront dans la rue dans quelques jours. Évidemment. Quelques semaines. Alors moi, je crois qu'il faut le comprendre, il y a deux horizons. Le premier horizon, si vous voulez, c'est effectivement le choc de ces réformes, notamment la réforme des retraites, qui vont marquer l'allongement des carrières seront progressifs, mais enfin, il va falloir par étapes aller vers 65 ans pour tenir, si vous voulez, les défis. Et donc, évidemment, il y a un grand chantier de réforme, et il n'est pas sans ignorer qu'à partir du moment où les consultations vont commencer, je crois que c'est dans les jours qui viennent avec Elisabeth Borne, il y aura évidemment des contestations. Mais il y a un deuxième point qui me paraît, si vous voulez, j'allais dire plus intéressant, qui est plus métapolitique, pardon de parler philo, mais c'est que, au fond, par ce discours et par cette insistance sur le travail, il dessine, je crois, les contours idéologiques du macronisme nouvelle manière. On a pu avoir le sentiment, je résume, que le premier quinquennat s'était placé, au fond, dans le sillage d'une forme de social-libéralisme. À l'évidence, depuis avant-hier soir, c'est absolument manifeste, et j'allais dire c'est comme une sorte de bœuf sur la langue, que nous sommes dans l'horizon d'un libéralisme conservateur. Je dis conservateur, je n'ai pas dit réactionnaire. Qu'est-ce qu'il distinguerait du social-libéralisme du précédent quinquennat ? Eh bien, ce qui le distinguerait du social-libéralisme, c'est qu'effectivement, on sent bien, au travers de cette exhortation au travail, que nous ne sommes plus dans un moment où la redistribution va de soi. Vous voyez, il est passé du côté d'un libéralisme plus conservateur, qui est au fond, s'il faut donner des... Malgré la présence à Matignon d'une femme de gauche. Certes, Elisabeth Borne. Mais je crois, si vous voulez, qu'on ne se trompe pas en disant que ce discours marque une inflexion vers une forme de néo-sarkozysme. Voyez, et ça n'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est descriptif. Donc je crois qu'au fond, ce discours, avec la récurrence de la référence à la valeur travail, n'est pas seulement un discours de mobilisation des Français, il est aussi une sorte de coming out politique et idéologique sur le fait que le nouveau macronisme se situe davantage du côté d'un libéralisme conservateur qui, au fond, j'allais dire historiquement, la matrice de ce qu'était LR, de ce qui reste de LR. Et d'ailleurs, c'est logique, ils ont triangulé 2 électeurs sur 3 aujourd'hui de Renaissance sont issus du centre-droit. Alexis, donc sont pour ces idées-là. Une dernière question en quelques mots. Le président de la République a également samedi rendu un hommage appuyé au courage des Ukrainiens. Nous vous aiderons jusqu'à la victoire, a-t-il promis. Pour autant, est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait être tenté, compte tenu de tous les défis qu'on a évoqués tout à l'heure, à l'instar également peut-être de Joe Biden, de pousser Kiev à entamer d'ici le printemps ou l'été prochain des négociations avec Moscou? Pour moi, ça ne fait aucun doute. Et je n'ai jamais pris les coups de fil, relatés d'ailleurs par le président lui-même, avec Poutine, pour simplement la volonté de continuer à faire du washi-washa mondain avec le président de la Fédération de Russie. Bien sûr que non. Évidemment que la ligne stratégique véritable de Biden, mais aussi de son confident, non pas de la Providence, mais de la Maison-Blanche, qu'est Emmanuel Macron, c'est une ligne stratégique qui consiste à, pardonnez-moi l'expression, mais calmer un peu les ardeurs de Zelensky à récupérer l'intégralité du territoire de l'Ukraine. Donc y compris la Crimée. Crimée comprise, naturellement, vous avez compris. Naturellement que leur vraie ligne, qui n'est pas apparue lors de la conférence de presse au début des petites vacances, là, commune à la Maison-Blanche, mais en réalité, tout le monde le sait, leur vraie ligne n'est pas la ligne jusqu'au boutiste du nationalisme ukrainien, même le plus démocratique. Donc ça, c'est le premier point. Quelques secondes, Alexis, pour terminer. Deuxième point, Macron, peut-être se donne-t-il le beau rôle. Je n'en suis pas sûr d'ailleurs, je pense qu'il a réellement agi dans ce sens pendant les mois de cette grave crise internationale. Mais au-delà de ça, je sais qu'il est très réceptif au discours sur les années 30, sur Weimar qui revient, etc.
il veut que les démocraties libérales, États-Unis, France, se positionnent dans une sorte d'attitude proactive face à ce qu'il a appelé ce soir-là les régimes autoritaires, qu'on appelle l'illibéralisme dans le jargon des gens comme Steve Nadjar, et qui bousculent nos démocraties. Donc, c'est quoi? C'est le libéralisme politique de Macron, de Biden, de gens comme ça, face aux illibéraux qui bousculent nos démocraties. Et de ce point de vue-là, il a, au-delà même de l'année 2023, il a tracé une des lignes du macronisme qui va être, si j'arrive à mes fins, c'est pas sûr, mais si j'arrive à mes fins, je serai un de ceux qui, au sein du camp des démocraties occidentales, auront contribué à fortifier les démocraties libérales face aux dangers illibéraux. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr. Merci encore Alexis.